Le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, avec nos invités, on va s'envoler au-dessus des massifs isérois à la découverte du speed riding. À cette émission, j'ai 3 sportifs sur ce plateau. Nicolas Plein, parapentiste, fondateur de l'association En l'air pour la Terre. Bonjour Nicolas. Bonjour Thibaut. On va rester dans le massif de Beldon. Il y a d'autres façons de le parcourir, aussi originales. Avec des skis, mais aussi, et surtout, j'allais dire, avec une voile au-dessus de la tête. Nicolas, vous êtes parapentiste, speed rider, également le speed riding, pour le définir, pour ceux qui sont pas forcément familiers de cette discipline. Alors le speed riding, en fait, c'est les deux, c'est une combinaison vraiment parfaite entre le parapente et le ski. On va aller skier des pentes qui sont assez importantes, avec une petite voile sur la tête, en fait, pour mixer vraiment les deux disciplines. Et en fait, aller skier dans des endroits où on ne peut pas du tout skier quand on n'a que les skis, parce que c'est des endroits qui sont derrière des grosses barres rocheuses ou des choses comme ça, qu'on va pouvoir sauter en speed, et ensuite atterrir derrière et continuer de skier. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de skier, en fait. On vous voit là, justement, sur une descente avec votre copain Antoine Blachère. Je crois que lui est devant et vous filmez sur ces images. Là, moi, je suis devant et c'est lui qui me filme. Ah, c'est lui qui filme, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, lui, il est vraiment super fort. Il a une 8 mètres carrés, donc vraiment une toute petite voile. Parce qu'on commence avec des grandes voiles, donc des voiles avec une grande surface, et plus on progresse, plus on va sur des petites voiles. Et en fait, ça lui permet d'être vraiment juste derrière. Là, par exemple, il me rattrape, on voit, et comme ça, il peut être vraiment juste derrière quand on va faire un tonneau et envoyer pour. En fait, on fait ces tonneaux pour replaquer ensuite et pour pouvoir continuer à skier derrière. Là, c'est à Val d'Isère, là. C'est un petit plat à passer. Ensuite, on re-skie derrière. Ensuite, on va pouvoir revoler. Alors, ça demande beaucoup de précision, parce qu'on va vite sur une descente comme ça. Il faut pouvoir anticiper les mouvements de relief. Ouais, c'est ça. On fait toute la descente. On l'a fait en 2 minutes 30, un truc comme ça. Et en fait, là, ce qu'on voit pas, c'est qu'on avait fait ce run-là, on l'avait fait une dizaine de fois déjà depuis le matin. Et là, on s'était bien calé pour passer ce passage avec les paravalanches. Là, on peut passer vraiment juste à côté, parce qu'on savait... Vous passez pas loin, hein. Ouais, on savait vraiment exactement où ils étaient, quoi. Donc on peut vraiment suivre le sol, et c'est vraiment grisant comme sensation, parce qu'on est vraiment juste à côté du sol. Et après, on a beaucoup de marge de manœuvre, parce que vu qu'on va très vite, dès qu'on met un tout petit peu de commande, de frein, on s'écarte du relief. Donc, et après, c'est vraiment excellent. Vous aimez bien les tonneaux? Ouais, les tonneaux, c'est... On va pas se rater, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, les tonneaux, il faut bien garder de l'altitude, parce que ça nous fait perdre de l'altitude. Du coup, il y a pas mal de trucs, des petits problèmes qui arrivent quand on n'a pas assez d'altitude pour faire les tonneaux. Vous avez déjà testé le speed riding? Non. Je pense que ça demande une bonne expérience quand même déjà. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut bien savoir skier, mais c'est aussi quand même pas mal d'avoir pris un peu le parapente au début, parce que pour avoir des réactions aux commandes, et vu que tout va plus vite, c'est bien de savoir sur quoi il faut tirer pour aller... Oui, il vaut mieux maîtriser d'abord la voile que le ski. C'est bien de maîtriser un peu les deux, du coup, et c'est bien de bien savoir skier. Voile, je pense. Ouais, après, après, on peut maîtriser bien la voile et se contenter de faire un peu du speed flying, c'est-à-dire de pas trop retoucher. Juste frôler les... Voilà, c'est ça, reliefs, juste un peu skier et puis bien maîtriser ça. Et après, d'allier les deux, c'est vraiment, en fait, ce qui est vraiment la sensation incroyable, c'est de pouvoir skier avec la voile au-dessus de la tête. Parce que ça nous allège et ça fait des belles courbes. Bon, la prochaine fois que vous venez dans cette émission, je vais avoir des images de speed riding en ski de fond. Hein, on sera les premiers au monde à avoir ce genre d'images. En biplace, on est C'est parti. Avant 8 places, ça peut peut-être se faire. Un petit décollage à la croix de Beldon en ski de fond. En tout cas, c'est spectaculaire. Et en combinant la voile et donc les skis, on peut faire des beaux voyages près de chez nous, comme on dit. On va partir dans la Mecque du parapente, Saint-Hilaire du Touvet. On est au début du printemps, donc forcément, il n'y a plus de neige, mais vous gardez quand même les skis, Nicolas. C'est super marrant parce qu'on essayait de décoller avec des skis sur l'herbe. Là, c'était vraiment... En fait, c'est comme si vous aviez des palmes et que vous essayez de courir avec. Oui, parce qu'il faut courir pour décoller. Ouais, voilà, c'est ça. On avait de la chance, c'était bien alimenté, il y avait beaucoup de vent de face, donc on avait moins besoin de courir pour décoller. Mais c'était quand même une belle mission. C'était avec Antoine Boisselier, en fait, qui connaît vraiment extrêmement bien la montagne et qui est hyper expérimenté dans ce type de pratique de combo. Et on l'a suivi, en fait, et il nous a montré un peu le chemin pour y aller. Avec un autre copain aussi, Guillaume Brousse, là, qui fait beaucoup de films en montagne. Et c'était juste, en fait, c'est vraiment en une après-midi de 13h à 19h, on a pu combiner tout ce qu'on aime, en fait, le parapente, le speed riding et le ski, là, et c'était vraiment... Est-ce qu'on vous a vu partir à 1000 mètres d'altitude, mais grâce aux ascendances, on peut monter assez haut, hein. C'est ça, on part à 1000 mètres d'altitude, on prend jusqu'à 2800 mètres d'altitude en Chartreuse, pour avoir assez d'altitude pour transiter la vallée, pour passer au-dessus de la vallée du Grésivaudan. Et ensuite, on arrive en Beldon, et en Beldon, on reprend des courants ascendants pour aller poser sur les sommets de Beldon
et pouvoir ranger la voile de parapente et ressortir les autres voiles. Les courants ascendants, ça dépend des jours ou c'est tout Ouais, alors ça c'est vraiment des journées très particulières, c'est vraiment des journées de printemps. On va avoir des journées sans vent en altitude. Ouais, ça chauffe beaucoup, il y a des thermiques qui sont vraiment super bien et ça nous permet de vraiment réaliser ce type de combo en fait qu'on appelle. Mais ça, il doit y avoir une quinzaine de journées par an qui sont comme ça. On vous voit vous poser quelques heures après au grand replong, 2500 mètres. Quand on part d'en bas en ski de rando ou en ski de fond, il faut une bonne bavante pour y monter. Vous, ça a l'air assez simple. Ouais, c'est ça, en fait, sans effort, on arrive à vraiment prendre de l'altitude et puis avoir ensuite des super descentes à faire. Parce que c'est assez qualitatif comme descente. Le grand replong est super sympa à descendre, que ce soit en speed ou en ski. Alors on va repartir du sommet quelques minutes après y avoir atterri pour une descente pareil, pleine de sensations sur les reliefs de Beldon. C'est génial, c'est super sauvage en fait cette partie-là de Beldon, là, devant le grand replong. Là, c'était un peu pénible parce qu'on avait un énorme sac du coup, parce qu'on avait tout dans le sac, Arva, Pelsonde, la voile de parapente et tout ça, donc ça a tendance à nous emmener un peu en arrière. Mais après c'est génial pour la sensation et pour le paysage et un peu plus de vitesse qu'en parapente normale parce que c'est des plus petites voiles. Alors c'est pareil, les randonneurs à ski ne doivent pas avoir l'habitude, comme pour les skieurs de fond, de voir débarquer des speedriders sur leur terrain de jeu. C'est ça, si on devait faire la montée, là on avait 900 mètres de dénive, là, ça te fait du temps, alors qu'en parapente en 10 minutes c'est fait quoi. Et voilà, et t'as pas transpiré quoi. Même pas besoin de changer le t-shirt. Ce qui vous permet, en partant à 13h de Saint-Hilaire, de monter au grand replong, donc un des sommets du massif de Beldon, de redescendre, et vous êtes même remonté le même jour pour vous refaire une dernière descente. C'est ça. Les journées étaient tellement exceptionnelles en fait qu'on a vraiment poussé un peu au maximum le combo en fait pour vraiment combiner les trois disciplines et pouvoir se faire une descente en ski du grand replong. Et c'était une super neige en plus qu'elle avait juste un peu réchauffé en face ouest, donc c'était vraiment une super descente. Ouais, donc vous avez plié cette fois les voiles, elles sont dans les gros sacs, encore plus gros là pour le coup que tout à l'heure pendant la descente en speed riding. Et là vous y allez de façon, on va dire, traditionnelle. Ah ouais, là c'était vraiment génial parce qu'en fait cette partie-là du grand replong c'est plutôt la face sud en fait qui s'y prête bien en descente à ski. Et surtout qu'il n'y avait pas de traces en fait, c'était vraiment une super descente. Kilos dans le dos, là. On a pas mal parce qu'en fait on a les voiles de parapente, le secours, la voile de speed. Là du coup on doit avoir 20 kilos, un truc comme ça. Skier ça doit être difficile quand même. C'était surtout en speed parce que ça te met vraiment sur l'arrière. Et en fait du coup tu te retrouves avec les skis qui sont vraiment orientés devant toi quoi. Donc un peu ok, j'y vais. Mais en ski ça va, c'était des bons sacs, il y avait du bon portage. Alors, le problème des 20 kilos c'est que si jamais les conditions atmosphériques changent dans la journée et qu'on ne peut pas repartir avec la voile, il faut tout porter jusqu'au bout, quoi, c'est ça. C'est ça, les pots dans le sac, les pots de phoque, là, s'il y avait besoin de remonter au cas où. Et puis on avait des solutions un peu de repli, donc à chaque fois, mais ça aurait été pas le même plaisir que de rentrer à la maison. Ah oui, parce que ça, c'était la journée idéale, parce qu'après avoir fait donc ce double sommet, vous avez décollé d'où vous êtes arrivé en ski et retour à l'envoyeur. C'est ça, c'était vraiment hallucinant, en fait, on a pu décoller vraiment très tard en fait, il y avait un peu on a pu décoller vraiment tard. Ça c'est le refuge Jean Collet pour ceux qui connaissent un peu le massif de Beldon. Ouais, c'est ça, on a décollé juste à côté et en fait on a pu reprendre un thermique qui nous a emmené jusqu'à 2800 mètres d'altitude au-dessus de Beldon là, et ensuite 2800 mètres d'altitude, c'est suffisant pour rejoindre Saint-Hilaire-du-Touvet et même reposer, on est même arrivé avec de l'altitude, là on voit avec Antoine Boisselier, là on a pu... Ah vous avez de la marge, ouais. Ouais là on a vraiment de la marge et après pour notre copain c'était un peu... il arrivait juste pile poil en fait lui. Et là c'est pareil quand tu arrives aussi avec les skis sur l'herbe, c'est un peu canard. Il faut oser. Ouais, c'est ça. Voilà Antoine en train de vous féliciter pour ce périple plutôt original. Alors effectivement, ça arrive peu de fois dans l'année où les conditions sont réunies. Il faut que ce soit une météo favorable, les ascendants, puis qu'il y ait de la neige aussi. C'est ça. Parce qu'après, ça peut arriver aussi en été, mais en été, on ne peut plus atterrir sur le grand replong parce qu'il n'y a plus de neige. C'est moins facile. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vraiment incroyable. C'était pour montrer en fait, que juste à côté de chez nous, on peut vraiment partir à l'aventure, partir en une après-midi. On part faire combiner un peu toutes nos disciplines et vraiment s'amuser. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir la caisse pour faire 2 sommets dans la même journée. Il y a d'autres méthodes. La méthode flemmard. Bon, alors... c'est beau, c'est joli, c'est des belles images. Ça reste des disciplines quand même risquées. Là, vous les combinez d'ailleurs, hein, le ski d'alpinisme, le parapente, le speed riding. Ça demande quand même une certaine maîtrise pour faire ce genre de
de En fait, périple. c'est ça, il faut y aller vraiment progressivement. En fait, faut pas en fait, ce qui est speed riding par rapport à tout ça, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. C'est assez chronophage aussi, ça prend pas mal de temps. Faut s'impliquer un peu voilà, pour apprendre et puis pour pratiquer ensuite. Mais une fois qu'on arrive à les réunir tous ensemble, c'est incroyable. Ça te fait des sensations. Alors, je crois que vous avez déjà fait quelques frayeurs, hein, Nicolas, avec votre voile de parapente, notamment. Là, j'ai des images lors de la Coupe Icare, une démonstration depuis un hélicoptère. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, en fait, l'hélicoptère, il va pas. En fait, on avait plié, pendant la Coupe Icare, la dernière Coupe Icare. En fait, on plie nos parapentes dans des 10 bags. C'est des sacs en fait pour sauter de l'hélicoptère et décoller. Et en fait, là, on voit la voile. En fait, l'hélicoptère n'avait pas une vitesse horizontale assez importante, donc tout le flux d'air est poussé vers le bas. Et en fait, la voile a mis longtemps à s'ouvrir. Et il y a une suspente qui a pu passer au-dessus. Elle s'ouvre pas du tout. Et Ouais. en fait, là, on peut plus rien faire. En fait, quand il y a une suspente qui passe au-dessus, c'est vraiment la configuration où vous pouvez rien faire. Donc, en fait, on a de nouvelles sellettes on tire un peu un parachute de secours en fait. Là, c'est des nouvelles sellettes en fait. Quand on tire le parachute de secours, il y a la voile de parapente qui s'enlève complètement. Ah, on l'a vu partir au-dessus. Ouais, c'est ça. Et il y a une nouvelle voile qui sort, une voile de base de base jump. Et en fait, après, donc la voile part complètement. Et après, on a mis 7 heures à la retrouver. Ah oui, ce que je veux dire, parce que L'après-midi, la voilà, nature. Ouais, tu la perds complètement. Donc, soit tu la suis, soit tu la suis. Là, ouais, c'est ça. Soit tu arrives à la récupérer en l'air, si tu arrives à la. Soit tu la perds. Et puis là, elle était en forêt, elle était dans la forêt de Saint-Hilaire, mais elle était tombée hyper basse. C'est mission. Voilà, c'est ça. On a fini à 22h le soir. On est rentré à Saint-Hilaire, fatigué. Bon, parapentiste engagé, aussi pour la défense de l'environnement. Vous avez créé il y a quelques années l'association En l'air pour la Terre. Ça consiste en quoi, cette association? Alors, En l'air pour la Terre, c'est une association qu'on avait créée pour sensibiliser le grand public aux questions de protection de l'environnement et de changement climatique. Et l'idée, c'est faire une sensibilisation, mais qui soit alliée à nos pratiques extérieures. Et en fait, on a voulu interviewer des spécialistes, donc des scientifiques du climat, en les emmenant en parapente biplace et en les interviewant à côté de paysages assez magnifiques des Alpes pour vraiment donner encore plus de sens, plus d'impact à leur discours. Alors là, j'ai un petit extrait que vous nous aviez apporté il y a 2 ans dans une autre émission. C'est Didier Voisin, enseignant-chercheur au laboratoire de glaciologie de Grenoble, spécialiste de la chimie atmosphérique, qui nous explique comment est fabriqué l'ozone, un des gaz à effet de serre. Il embarque avec vous, vous allez voir qu'il n'est pas forcément hyper à l'aise. Cette ozone, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment il est formé et est-ce qu'on peut diminuer sa quantité comme c'est un polluant pour l'homme quand il est présent en trop grande quantité? Eh ben, en fait, il est produit par la rencontre de 2 composés qui sont émis au niveau du sol. Donc d'une part, le premier composé qui est émis principalement par les voitures, enfin le transport automobile et tous les procédés de combustion, ça c'est les oxydes d'azote. Et le deuxième type de composé dont on a besoin, c'est des composés organiques, volatiles, qui sont émis par les activités humaines, mais principalement, surtout par les plantes. Et on a besoin d'un 3e ingrédient aussi, c'est la lumière du soleil. Bon, ils ont tous accepté le défi, les scientifiques, ou il y en a qui ont préféré faire l'interview en bas? Bon, au début, ils trouvent ça un peu bizarre et en fait, on leur explique un peu le concept qu'on veut sensibiliser aussi un public assez jeune via ces vidéos et c'est vrai qu'après, ils acceptent. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont vraiment, dès qu'ils commencent leur discours, ils sont même plus en l'air en fait. Ils sont tellement dans leur discours. On l'avait fait avec une copine aussi qui est chercheuse sur la biodiversité. Et en fait, à un moment, je lui dis, on va pas pouvoir faire la dernière question. Et elle me demande pourquoi. Et je fais, parce qu'on va atterrir en fait. On était à 10 mètres seuls et on allait atterrir dans 10 secondes. Du coup. En fait, ils sont tellement dans le discours qu'ils sont concentrés, un truc de fou. Alors, vous êtes vous-même un scientifique spécialiste des sciences du climat. Ça, c'était un premier pas. Je crois qu'il y a d'autres projets dans la même lignée. Hein. Oui, tout à fait. Alors là, on va essayer de un peu professionnaliser le concept de ce qu'on avait fait avec En l'air pour la Terre, en faisant une série de documentaires en fait, qu'on est en train de mettre en place avec une équipe de producteurs, de réalisateurs. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire une série sur il faut sauver en fait avec différentes régions en France. La première série, ça sera dans les Alpes. Et en fait, dans les Alpes, on va faire une traversée des Alpes de Nice jusqu'à Salzbourg en parapente, donc sans émission de CO2. Où on en profitera pour aller à la rencontre en fait, des personnes qui s'investissent sur leur territoire de façon locale et concrète pour préserver l'environnement et lutter contre le dérèglement climatique.
Il y a déjà une bande-annonce de ce premier épisode qui s'appelle Il faut sauver les Alpes. On en regarde un extrait. Ok, donc là ça devrait marcher avec le micro. Est-ce que tu peux tout d'abord nous dire ce qu'est la biodiversité? Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une COP, très simplement? Est-ce que tu peux tout d'abord nous dire les effets du cycle de l'eau sur le climat? Il y a des inondations, des événements extrêmes plus fréquents, ça dépend des régions, des feux de forêt plus fréquents dans d'autres, donc on a vraiment effectivement la perception d'un changement, mais ça ne veut pas dire qu'il faille baisser les bras, au contraire, il faut agir et agir tout de suite. Voilà, et si vous avez choisi de sauver les Alpes en premier, c'est que c'est le territoire le plus impacté par le réchauffement climatique. Ouais, c'est ça, en fait, les Alpes, c'est vraiment un écosystème qui est hyper sensible au réchauffement. Et en fait, actuellement, on a un réchauffement global de 1 degré. Et dans les Alpes, on a un réchauffement qui est de 2 degrés, avec des écosystèmes qui sont vraiment assez sensibles à ces changements de température et qui peuvent être menacés avec ce qu'on voit le plus médiatique, c'est la fonte des glaciers, mais aussi des grandes pertes de biodiversité. Il y a vraiment beaucoup d'impacts aussi après de pollution au sommet du Mont Blanc ou des choses comme ça. On va essayer de transformer un peu notre parapente en laboratoire pour aller vraiment faire des mesures, que ce soit au sommet du Mont Blanc ou dans les lacs de haute montagne, pour montrer un peu justement cette pollution qui existe et comment on peut essayer de la réduire et limiter notre impact sur l'environnement. Il y a un chiffre qui peut représenter, parmi d'autres, cette fonte des glaciers, c'est 550. C'est le nombre de marches que l'on a dû construire au fil des années pour permettre aux skieurs qui font la Vallée Blanche de remonter à la gare de départ de la télécabine qui permet de remonter au petit train du Montanvert. À l'époque de sa construction, il y a 30 ans, la gare était... à côté du glacier. Aujourd'hui, elle est perchée dans le vide. Comme ça, on se demande, quand on n'est pas au courant, pourquoi on l'a mise là. Mais c'est parce que le glacier a reculé, a baissé d'une centaine de mètres. Les glaciers de Beldon, c'est pareil. J'imagine que dans quelques années, on aura peut-être du mal à les voir. Il n'y en a pas beaucoup Oui, il déjà. n'y en a déjà plus beaucoup, mais il y a quelques-uns qui font encore un peu de résistance. Ouais. Ça vous inquiète